Bonjour à tous, merci de suivre cette émission intitulée Boussole de la jeunesse ivoirienne. Alors aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a besoin de repères, la jeunesse ivoirienne a besoin d'être orientée. Et en ce sens, il est crucial pour nous d'avoir des modèles, des personnes inspirantes, des personnes qui pourront nous donner cette envie d'entreprendre, cette envie de rêver grand, cette envie d'atteindre la grandeur. Et c'est en ce sens que nous sommes là pour cette émission et nous recevons l'un des pionniers de la littérature ivoirienne, l'une des icônes de la littérature. Eh bien, certainement que vous le connaissez, certainement que vous avez déjà étudié son ouvrage, et ces ouvrages de qualité, ces ouvrages qui sont d'une notoriété célébrissime. Eh bien, je vous parle de M. Mathurin Golibi-Irié. Nous sommes avec lui pour cette première émission, je dirais ce premier numéro de Boussole de la jeunesse ivoirienne. Et donc, merci de nous suivre, merci de prendre toutes vos dispositions parce que c'est d'une érudition, je dirais, ostensible qui sera donnée dans cette émission. Alors, prenez simplement un bloc-notes et puis voilà, suivez-nous parce que ça sera très intéressant. Bonjour Monsieur Mathurin. Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous avoir pour ce nouveau numéro de notre émission intitulée Boussole de la jeunesse ivoirienne. Alors dans un premier temps, commencez par vous présenter qui est Monsieur Mathurin Golibi-Irié. Bon, Mathurin Golibi-Irié, comme tu viens de le dire, c'est d'abord un écrivain. Et puis j'ai été enseignant, professeur, j'ai été censeur, j'ai été à la suite conseiller technique au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et j'ai été aussi inspecteur général au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Voilà, donc brièvement ce que je suis né à Vredouta, je viens de la région de la Maraoué, du département de Bonon, de la sous-préfecture des Agueta, dans le village de Vredouta. J'ai une tribu, ma tribu c'est la tribu Gona, qui compte 14 villages. Voilà ce que je suis. D'accord. Merci. Merci pour cette brève explication et présentation. Alors, première question, c'est quoi la vie pour vous? Que représente la vie pour vous? La vie est un grand mystère pour moi, parce que nous venons à la vie sans toutefois savoir ce qu'est la vie. La vie, c'est un don de Dieu. La vie, pour moi, c'est une grande surprise. Je ne cesse de m'interroger chaque fois sur la vie, c'est les données de la vie. Dernièrement, ce que j'ai découvert, c'est que dans la vie, le hasard n'existe pas, parce que vous pouvez emprunter le chemin le plus inattendu pour arriver à des lauriers. Donc la vie est un grand mystère qui a des codes que nous ne connaissons pas, qui a des règles, qui frappent quand tu fais mal, qui béatifient lorsque tu fais bien. Donc voilà, c'est comment je conçois la vie. Comme j'allais dire le berceau d'amour, Dieu nous y a mis parce que nous devons être le point d'appui des autres. Si Dieu t'a donné une parcelle de pouvoir, des compétences, des talents et des forces, tu n'as qu'à mettre à la disposition des autres pour évoluer ensemble. Voilà comment moi, je vois la vie. D'accord. Et comment êtes-vous devenu écrivain? Oh, ce n'était pas donné, hein. Ce n'était pas donné, parce que d'abord, je suis un scientifique de formation, j'ai fait un bac D, et bizarrement, je n'avais pas de bonnes notes en français. Bizarrement. Et j'ai connu une vie chaotique quand même, parce qu'après mon baccalauréat, j'ai été instituteur. Et c'est de là que j'ai commencé à prendre mes cours à l'université. Et il y a une institutrice, paix à son âme, elle ne vit plus. J'étais allé m'inscrire en Sciences Éco.
quand elle m'a dit que non, que j'ai de l'avenir en lettres modernes. Voilà comment je suis allé m'inscrire. C'est la matière que je craignais le plus dans ma vie. Je suis allé et puis ça a marché. Mais il faut dire déjà que quand j'étais instituteur, j'avais quand même les prémices de la littérature. Okay. Parce que j'arrivais déjà à écrire. Voilà. Je percevais des sons, je percevais des images. Quand je dors, j'ai commencé à produire sans que je ne sois véritablement un littéraire né. Mais j'avais déjà des images, j'avais déjà commencé à écrire. Donc voilà comment l'écriture est venue. Ça s'est imposé à moi en fait. Je n'ai pas commencé par être écrivain, mais cela s'est imposé à moi. Je peux dire simplement que c'est le coup du destin. D'accord, le coup du destin. Et déjà, certainement dans cette marche, vous avez rencontré des difficultés? Oui, il y a des difficultés en tant qu'écrivain, non? En tant qu'écrivain. Dans le domaine, oui, il y a des difficultés. Mes premiers écrits, mes premiers manuscrits ont été rejetés plusieurs fois. Je disais que j'étais un écrivassier, que ce que je faisais n'était pas digne d'un écrivain. Au départ, je déposais à Nehi Seda, tout. J'étais encore instructeur, hein, ce que je dis. C'est bien un souvenir lointain. Et puis, quelqu'un m'a dit, comme tu aimes écrire, il faut lire. Donc, j'ai commencé à lire. Et puis j'ai produit mon premier recueil de poèmes intitulé, c'est pas un recueil en tant que tel, c'était un récit poétique, Idylle des tropiques. Voilà, quand j'étais maintenant à l'université et quand j'étais à l'ENS, j'ai commencé à affiner ma compétence à ce niveau. J'ai commencé à fréquenter le professeur Zadi Zaourou, qui était un grand poète. J'ai commencé à fréquenter d'autres écrivains, Kamara Nangala, Ajobogui, qui étaient pour moi des grands écrivains de l'époque, qui m'ont forgé et qui m'ont appris à écrire. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand même, parce que de passer de la poésie au roman, c'est pas quelque chose de facile. Au départ, j'étais poète, uniquement poète, et on me disait qu'on ne me comprenait pas. Il fallait que je raconte d'autres choses pour que je sois compris. Voilà, il y a eu beaucoup de difficultés quand même. Il faut apprendre, il faut lire, et puis écrire finalement devient une prison. Parce que quand vous sortez le matin, je peux rester en train d'écrire jusqu'à tant d'heures, et puis à des moments donnés, tu découvres que ce que tu as écrit n'est pas bien. C'est ça. Voilà, tu commences à lui donner un autre itinéraire, et c'est comme ça, écrire c'est pas facile. Voilà des grandes difficultés que j'ai rencontrées. Comment former l'image, comment démarrer, qu'est-ce que tu veux dire, il faut schématiser tout ça, il faut une coordination au niveau de l'écriture, tout, cela amène beaucoup de problèmes, de difficultés. Ouais. Et donc, avec tout ce que vous avez rencontré comme difficulté, j'ai envie de poser la question, la patience, ça vous dit quoi? La patience, on le dit vulgairement, hein, c'est le chemin d'or. Parce qu'il y a la patience, mais il y a aussi la persévérance. Okay. Voilà. Et il faut être patient, mais dans la patience, il faut travailler. Parce que souvent, les gens disent, il faut être patient, ce n'est pas aller s'asseoir à la maison et puis être patient. Il faut chaque fois répéter. Il faut chaque fois répéter, reprendre. Et puis, ton heure arrivera. Et quand tu es au bout, on dit, bon, il a été vraiment patient. La patience, ce n'est pas l'endormissement, la patience, ce n'est pas la sclérose, la patience, ce n'est pas rester couché, mais dans la patience, il y a le travail à faire. Donc la patience, c'est un chemin d'or, parce que ça te permet de t'interroger, de te corriger et d'aller encore de l'avant. D'accord. Ouais. Okay. Donc la patience est un chemin d'or, ouais. Et donc un élément crucial à retenir. Ouais. Et donc quel est l'ouvrage? C'est vrai que vous êtes aujourd'hui un grand écrivain, vous avez assez d'ouvrages. Quel est l'ouvrage qui vous donne plus de satisfaction? Parce que certainement, je me dis, il y a une œuvre, quand vous regardez, vous dites, ah oui, monsieur Mathurin Ngolé-Miri a vraiment bossé. Bon, malheureusement, les œuvres que tu aimes, ce sont souvent les œuvres choisies par le public. Ah, d'accord. Et tu t'es dit, je n'ose pas choisir, c'est comme si je me disais que j'ai mal pensé ici. Il y a des œuvres que j'ai aimées. Sous le voile de la mariée, par exemple, qui est aujourd'hui bien connu et aimé, c'était pas dans un cadre scolaire. J'avais écrit comme ça, sous le voile de la mariée, pour essayer
de critiquer un peu les valeurs culturelles occidentales. Parce que nous avons tout copié de l'Occident. Voilà, même faire l'amour, même la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de notre vision, on a tout copié. Et puis, on parle d'impérialisme, on parle de souveraineté. Or, les Blancs, quelque part, ne nous ont pas imposé de faire comme eux à des moments donnés. Donc, notre souveraineté dépend de nous-mêmes. Et je me disais, qui ne peut le moins ne peut le plus. Si nous sommes incapables de reconduire notre culture, voilà, si nous sommes incapables de le faire, ça sera très difficile que nous soyons demain au rendez-vous des valeurs scientifiques, techniques, technologiques, des valeurs du développement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sous le voile de la mariée. Voilà, une opposition valeurs culturelles africaines et valeurs culturelles occidentales. C'était dans l'idée, dans l'optique d'écrire sous le voile de la mariée. Ce n'était pas un mariage simple, c'était un mariage de critique. Voilà. Et puis, j'avais écrit la lycéenne. La lycéenne m'a donné beaucoup de satisfaction parce que c'est une œuvre que j'ai faite j'allais dire en 3 mois. Voilà, alors que sous le voile de la mariée, c'est 1 an. La lycéenne, 3 mois, et puis ça a pris le pays. Voilà, j'ai été très content de la lycéenne, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée. Malheureusement, ça n'a pas été mis au programme parce que les gens disaient que le dysfonctionnement scolaire, le dénigrement qui s'y trouve, ça ne permettait pas aux gens de mettre au programme, sinon on allait voir un peu l'état et les failles du pouvoir en place. Donc j'ai beaucoup aimé la lycéenne, mais j'ai aussi mis de l'effort dans beaucoup d'œuvres, parce que j'ai une œuvre étudiée aujourd'hui en classe de 4e, ma part des rêves. J'ai une œuvre aujourd'hui étudiée en classe de seconde, au-delà des tourments. J'ai une œuvre poétique étudiée en classe de première chose, le testament. Et puis j'ai une œuvre étudiée en classe de terminale, sous le voile de la mariée. D'accord. Et donc après tous ces ouvrages qui engendrent en vous une satisfaction, ouais. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur pour moi, c'est l'acquisition ou bien la réalisation du rêve. Voilà. Et je me dis qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai écrit et les gens ont lu, ils ont accepté. Voilà. Pour moi, le bonheur n'est pas l'abondance, ce n'est pas avoir des immeubles, c'est surtout avoir réalisé son rêve. Et j'ai pu réaliser. Voilà. Donc je dis merci à Dieu qui m'a permis de réaliser mon rêve. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Surtout, le chemin de la littérature est un chemin épineux. N'importe qui ne peut pas s'imposer dans ce chemin-là. Il faut avoir un peu de cran. Et si Dieu te donne la possibilité, il faut reconnaître la part de la divinité. Je me sens bien, sans fanfaronnade, sans, j'allais dire, sans vanité, je me sens bien. Je me sens bien parce qu'aujourd'hui, la littérature m'a ouvert plusieurs portes. Ça fait que je suis aujourd'hui connu à travers la Côte d'Ivoire, à travers même l'Afrique, parce que j'ai des appels venant d'ailleurs, à travers aussi la littérature, j'ai pu voyager, j'ai beaucoup voyagé et j'ai pu avoir beaucoup de choses. Voilà, à travers la littérature, en tout cas, j'ai eu beaucoup. D'accord. Ouais. Le docteur Mas Manro, dans son ouvrage Découvre ton but, disait que la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est de vivre sans raison. Ouais. Alors, vous avez découvert votre but. Ouais. Alors, comment découvrir son but? Comment se connaître réellement? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui certainement nous suivent actuellement, qui se demandent mais comment je fais pour découvrir mon but? Comment je fais pour être comme M. Mathurin? C'est tellement que, c'est vrai, M. Mathurin est plus axé dans le domaine de la littérature, mais moi personnellement, comment je fais pour pouvoir découvrir ma raison de vivre, pour être heureux et accomplir ma tâche sur la terre? Bon, ce que je sais, c'est qu'au départ, Dieu a donné du talent à chacun. Voilà. Tu ne peux pas dire, je vais faire comme Drogba et puis réussir. Tu n'as pas ce talent. Tu ne peux pas dire,
je vais faire comme Natilou qui a réussi dans la vente des aubergines. Voilà. Parce que quand elle est couchée, elle rêve. Elle rêve à ça. Je ne peux pas dire que je vais faire comme obligatoirement Makirin Ngolibi dans la littérature. Il y a dans, au départ, Dieu leur a donné des talents. Voilà. Il faut savoir découvrir ton talent. Il faut savoir ce que tu aimes. Il y en a qui, au bord de la route, s'asseyent pour vendre des aubergines, des arachides. Et puis, ils arrivent à construire un grand magasin. Donc, ce que je demande aux jeunes, c'est de rêver. D'avoir d'abord un rêve. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il faut dire que tout rapporte dans la vie. Lorsque c'est bien réfléchi, lorsque c'est bien fait. Tu peux aller d'un tablier à un magasin. Forcément. Parce que sur le chemin, il y aura toujours des chutes. Mais tu vas te relever, tu vas réfléchir. Parce que tu ne peux pas t'inscrire dans le rêve et dans la pensée de quelqu'un d'autre pour réussir. C'est pas possible. À des moments donnés, on s'est dit, bon, quand j'aurai de l'argent, j'aurai un rappel, je vais acheter un taxi. Nous, les enseignants, quand tu as assez d'argent, tu dis, je vais acheter un taxi. Tu ne l'as pas appris au départ. Or, celui qui a réussi dans le commerce des taxis, il y a pensé depuis très longtemps. Donc, le fondamental d'abord, c'est de rêver. Et d'être accroché au rêve. C'est de rêver et de rester véritablement accroché au rêve. Moi, par exemple, dans la littérature, je me suis dit quoi? Je me suis dit que à 90%, quand vous prenez les œuvres, surtout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est des œuvres de dénonciation. Voilà, il faut dénoncer l'injustice. Il faut dénoncer les coups bas. Il faut dénoncer la corruption. Il faut dénoncer les maux qui rongent la société ivoirienne. Et il y en a tellement. Et je me suis dit, bon, au lieu que nous restions dans la même thématique, est-ce que je ne peux pas réfléchir autrement? Réfléchir autrement, c'est, est-ce que je peux faire des œuvres de formation? Et il dit, oui, tiens, je peux faire des œuvres de formation. C'est-à-dire, je peux faire des œuvres de solution. Donc, il faut réfléchir pour dire, bon, est-ce que Afrique, nous sommes en train de chercher le chemin de notre souveraineté. Mais, or, pour être souverain, ce n'est pas par incantation, ce n'est pas par des mots. Pour être souverain, c'est par le travail qu'on devient souverain. La Corée du Sud, par exemple, quand j'étais au ministère et que je travaillais avec les Coréens, j'étais conseiller technique du ministre, les Coréens nous disaient au départ que ils ont dit, mais pourquoi les Américains peuvent aller sur la Lune et pas nous, les Coréens? Pourquoi les Américains peuvent construire telle chose, pourquoi pas nous? Donc ils ont lancé un slogan, pourquoi pas nous? Donc le jeune peut dire, pourquoi pas moi? Si lui il a fait ça là, pourquoi pas moi? Parce que la tête que Dieu nous a donnée nous permet de réaliser toutes les prouesses du monde. Il suffit d'y penser. Pourquoi pas moi? Donc c'est comme ça, nous devons réfléchir et c'est comme ça nous devons arriver à réaliser les choses. Voilà. D'accord. En combien de temps avez-vous bâti la réputation que vous avez aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui court vite, ouais. On a une jeunesse qui veut tout en même temps, ouais. On a une jeunesse qui veut tout du jour au lendemain, oui, qui sait aujourd'hui. Voilà, ce que je reproche à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse de paresse. C'est une jeunesse, comme tu l'as dit, de la précipitation, qui veut tout avoir. Voilà. C'est une jeunesse qui a des illusions, qui vit dans les mirages. Voilà. Il faut avoir les pieds sur terre. Il faut connaître d'abord même ton départ. Qui es-tu? Qui est ta famille? Et quels sont les acquis sur lesquels tu commences à évoluer, à travailler? Et quand tu connais ta vie, tu te dis, bon, je serai véritablement patient. C'est pourquoi au départ, je parlais de la persévérance. Je me dis, il y a une trilogie autour de laquelle doit se bâtir un destin. La trilogie, c'est quoi? C'est le travail, la persévérance, le courage. C'est-à-dire, il faut trouver quelque chose. Au départ, tu vas échouer. Mais après, tu vas commencer à gagner des choses. Donc, moi, par exemple, le temps que j'ai mis, au départ, je ne pensais pas que j'allais réussir dans la littérature. C'était pour moi une satisfaction d'être lu par autrui. Et puis, au fur et à mesure, ça te rapportait. Bon.
Aujourd'hui, grâce à tout ça, nous avons pu avoir ce que vous voyez. C'est ça qui m'a aidé à avoir mon véhicule. C'est ça qui m'a aidé à construire ma maison. Mais c'est au finish. Des fois, il y a des jeunes qui me suivent et disent souvent, oh, si toi, tu as pu construire une maison, si toi, tu as pu avoir un véhicule, moi j'aurai. Mais ce n'est pas la même manière, ce n'est pas la même chose. Dieu a donné une autre chance à quelqu'un. Voilà. Donc, ce n'est pas le même chemin. C'est pour dire quoi? Pour dire à la jeunesse aujourd'hui de ne pas une jeunesse de la paresse. C'est-à-dire, on pense que, bon, je vais m'asseoir là, je ne vais pas souffrir, et puis en même temps, être au même niveau que l'autre. Il faut véritablement subir toutes les douleurs sur la route. Il faut être d'accord que rien ne marchera du coup, et que tu dois d'abord souffrir sur le chemin de la réussite avant d'arriver au bout. Parce que il est dit quelque part à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Parce qu'il faut à un moment donné souffrir pour arriver là où on est. Donc c'est ce que je peux dire à la jeunesse, que ce soit, il faut qu'elle soit une jeunesse laborieuse. Bon, souvent on s'en donne à des coups bas, on s'en donne à la corruption, on s'en donne à telle chose pour y arriver. Il faut dire que aussi à la jeunesse, l'aide est une insulte à la capacité intellectuelle de l'homme. Et puis il faut dire, parce que l'aide est comment? Quand vous êtes là, on ne fait que vous aider. On ne fait que vous aider, ça veut dire que vous n'avez pas de répondant intellectuel. Vous n'avez pas d'effort personnel à fournir. Et la seule chose qui peut nous aider à réussir aujourd'hui, on appelle ça la confiance en soi. Il faut que la jeunesse ait confiance en elle-même. Et pour avoir confiance en elle-même, ça veut dire au départ qu'on a travaillé. Ça veut dire qu'au départ qu'on a une force, qu'on a fourni des efforts. Et à un moment donné, tu arrives à avoir confiance en toi-même. Je suis en train d'écrire un livre, peut-être que ça sera bien pour la jeunesse. J'ai intitulé La métamorphose. Comment on peut aller d'une situation difficile, changer le monde autour. Donc mon livre, ça va vers les 300 pages aujourd'hui. Je suis en train d'achever. La métamorphose, j'écris ça pour la jeunesse. C'est mon dernier livre. Voilà. Et là-dedans, j'ai eu à lancer des grands slogans. La confiance en soi-même. J'ai eu à parler du karma. Parce que quand vous faites mal, vous allez engranger une richesse, mais vous aurez le karma. Le dernier jugement. Dieu frappe, la nature frappe à tout moment. Voilà, tu vas voler, mais ce qui va t'arriver, ça sera plus dur que ça. Tu vas fournir des efforts, tu auras des gains au bout. Donc j'ai parlé de la confiance en soi, j'ai parlé du karma, j'ai parlé même de beaucoup de choses. Quand au départ l'enfant souffrait, quand son père n'avait rien, alors la solution que son père lui a proposée, c'était la résignation. Il faut accepter l'état dans lequel tu te trouves, et puis maintenant il faut avoir des points d'appui pour rebondir. La résignation est une solution. À des moments donnés, ça paraît comme une solution, mais ça paraît aussi comme une solution pour résoudre certains problèmes, certains maux qui te rongent. Et tu ne peux rien faire si ce n'est d'accepter ces mal pour avancer. Donc à la jeunesse aujourd'hui, une solution de résignation, une solution de confiance en soi, et savoir que demain il y a le karma. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ce que je peux dire. Puisque demain le pays se reposera sur la jeunesse. Il faut dès maintenant préparer l'avenir. Il ne faut pas envier du tout autrui. Parce que Dieu a donné la chance à chacun. Chacun est dans son domaine. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, je n'envie personne. J'applaudis d'ailleurs quand quelqu'un fait bien. Et puis j'essaie de demander comment il a fait pour réussir. J'étais très curieux. Quand nous sommes rentrés en classe de 6e, j'étais très fort en anglais. J'avais les 20, les 18, les 19. Et puis Oufo Boigny disait à la télé, l'avenir appartient à la science, à la technique, à la technologie. À notre époque. Cela voudrait dire que la littérature n'avait pas d'importance. Donc nous tous, à l'époque, on a commencé à aller vers les sciences. Or, quand tu arrivais dans un lycée à l'époque, il y avait plus de classes littéraires que de classes scientifiques. Il y avait par exemple 6 classes de terminale A
il y avait 2 classes de terminale D. Aujourd'hui, la tendance est renversée. Hein. Quand vous arrivez dans un lycée, c'est plus de classes scientifiques qu'on trouve que des classes littéraires. Ça, c'est venu du feu Boigny. Et nous avons travaillé en ce sens. Ça veut dire que ce que nous lançons comme slogan dans notre vie, agit dans notre vie. Premier mot, que l'élève, que la jeunesse dise, pourquoi pas moi? Que la jeunesse dise que demain, pour émerger, c'est par le travail que je vais émerger. Que la jeunesse se dise que ce travail-là se fera dans la persévérance. Voilà tout ce que je peux dire. D'accord. Alors c'est vraiment inspirant tout ça. J'espère que vous notez parce que ce sont des conseils qui vont énormément nous aider dans la vie. Alors, quel est l'héritage que vous voulez laisser? Déjà à 2 niveaux. L'héritage que vous voulez laisser à la jeunesse ivoirienne au plan littéraire et aussi l'héritage que vous voulez laisser à la jeunesse à travers votre parcours. Bon, l'héritage fondamentalement, la connaissance. La connaissance. Parce que le développement aujourd'hui est lié à la connaissance, à l'éducation, à la formation. J'ai dit quoi? Aujourd'hui, nous disons que la France nous domine. Et puis on dit, on veut être souverain, on ne veut plus de France. Mais ça ne marchera pas. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas emprunté le vrai chemin. Et je me suis dit souvent, pourquoi la France nous domine? Pourquoi l'Occident nous domine? Je dis l'Occident nous domine parce qu'il est fort. Et pourquoi l'Occident est fort? Parce qu'il a travaillé. Quel travail a-t-il fait? Il a fait les découvertes scientifiques, les découvertes technologiques, les découvertes techniques. Aujourd'hui, pour se battre, les gens restent dans leur pays et ils lancent des missiles à 2000 km et ça va dans ce pays. C'est la technologie. Mais est-ce que l'Afrique connaît ça? Non. Est-ce que l'Afrique est outillée scientifiquement? Non. Est-ce que l'Afrique est outillée techniquement? Non. Voilà la technologie gagnante pour l'évolution d'un pays. Donc on ne se lève pas comme ça pour dire nous voulons être souverains. Qu'ils partent, mais s'ils s'en vont, vous avez quoi pour remplacer? Est-ce que vous avez cette compétence? Est-ce que vous avez cette connaissance? Donc aujourd'hui, la jeunesse doit s'investir résolument dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la formation. Il faut que nous arrivions à fabriquer nos avions de guerre. Il faut que nous arrivions à fabriquer nos bateaux. Il faut que nous arrivions à faire nous-mêmes les téléphones, à faire aussi les télévisions. Tant que l'Afrique ne sera pas capable d'avoir tout cela d'elle-même, et que tout cela nous allons toujours importer, nous ne serons pas souverains. Ça ne sera pas tout de suite. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas attaquer la Corée du Nord. Aujourd'hui, on ne peut pas attaquer la Chine, parce que ce n'est pas à travers les incantations de mots que la Chine est devenue Chine, que la Corée est devenue Corée, c'est par le travail. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le gain facile a gagné l'esprit des jeunes, l'enrichissement illicite rapide a gagné l'esprit des jeunes. Donc tout ce qui fait qu'un pays peut devenir souverain n'est pas aujourd'hui l'affaire de la jeunesse. Donc on veut laisser en héritage la connaissance, la lecture, la formation, la vision, la persévérance, aujourd'hui, j'allais dire le courage, le travail. Voilà, c'est ce que je peux laisser comme héritage, pour que demain l'Afrique soit une Afrique souveraine. D'accord, donc ça c'est l'héritage on va dire, à ces 2 niveaux. À ces 2 niveaux. Ouais. Ok, donc la connaissance comme héritage. Et donc, il est important, chers jeunes, de faire de la connaissance quelque chose de crucial, parce que sans connaissance, je le dis toujours, il n'y a point de bien matériel. Donc la connaissance précède le bien matériel, parce que la connaissance que vous avez vous permettra naturellement de pouvoir faire ce que vous voulez. Et donc c'est vraiment un conseil à prendre à cœur, parce qu'il y va de notre avenir. Prochaine question, c'est au regard de tout ça, le succès, la réussite, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent réussir, mais en même temps, c'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? À quel moment une personne peut se dire, ben,
j'ai quand même réussi, j'ai quand même atteint cette... Bon, on a un peu répondu à cette question. On dit que la réalisation du rêve est une réussite. Bon, c'est pluriel, hein, c'est un mot polysémique. Tu peux dire que j'ai réussi parce que j'ai des immeubles. Tu peux dire que j'ai réussi parce que je suis polygame. Tu peux dire que j'ai réussi parce que j'ai beaucoup d'enfants. Tu peux dire que j'ai réussi parce que j'ai beaucoup de vestes. Voilà, beaucoup de costumes. Bon, donc pour moi, la réussite, lorsque vous arrivez à réaliser votre rêve. Moi, par exemple, je me dis que, et puis la réussite n'est jamais complète. Je me dis, bon, aujourd'hui, je me suffis, Dieu merci, tu arrives à manger à ta faim, tu arrives à faire des dépenses sur tes enfants, tu arrives aussi à aider les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est tout cela qui est une réussite. Mais c'est variable, c'est relatif à des degrés divers. Voilà, il y en a qui en ont plus, il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc moi, la réussite, un pauvre peut dire que lui, il a réussi s'il vit de lui-même et s'il ne dépend de personne. La grande réussite, c'est de vivre de manière autonome. Voilà, c'est de vivre de manière indépendante. Tu ne dépends de personne, donc tu auras aussi quand même réussi ta vie. Le reste là, ce sont des ajouts. Tu as une maison, tu as réussi. Celui qui en a 20, il a réussi, il a multiplié, mais seulement ce qui est sûr, c'est que tu en as. Comme nous sommes sur une terre de transition, voilà, à des moments donnés, pour moi, réussir, c'est mettre à la disposition ce que tu as à la disposition des autres. C'est-à-dire que comment tu peux les aider. C'est pas seulement l'argent, hein, c'est la connaissance, voilà, c'est la pensée, c'est le projet, c'est la philosophie. Comment tu vas faire pour que quelqu'un puisse réussir à partir de ce que tu as. Voilà. C'est comme ça, moi, je détermine un peu la réussite. Bon, chacun a une vision, mais ça tient à une seule chose lorsque vous êtes dans la réalisation de vos rêves, de vos projets, de vos visions. Voilà. D'accord. Et donc, par cette réponse, je voulais en même temps vous poser une question par rapport à un élément. Aujourd'hui, avec toute cette sagesse que vous avez, l'argent, ça représente quoi pour vous? Bon, l'argent, moi, heureusement pour moi, je ne suis pas, j'allais dire, emporté par l'argent. Voilà. Parce que l'argent devient une prison lorsqu'on en a en abondance. Tu as peur. Tu as peur d'abord de l'entourage. C'est ça. Il suffit d'avoir, simplement, tu portes un pantalon, tu n'as rien en poche, tu marches simplement. Et je viens de mettre 1 million dans ta poche, ta main est dessus. Tous ceux qui te fraudent, tu commences à bouger. Et quand ça est dans ta maison, tu as peur. Donc l'argent est une prison. Moi, je ne voudrais pas en avoir en abondance. En avoir un peu et puis subvenir aux besoins des autres. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas aider ta région? Comment tu vas aider la jeunesse? Comment tu vas aider ton entourage? Comment tu vas te soigner? Voilà. Si tu as juste ça, mais ça suffit quoi. Moi, sincèrement, je ne suis jamais tombé amoureux de tous ceux qui ont l'argent en abondance. Ça ne me dit absolument rien. Sincèrement, je vous dis ça. Je n'en ai pas assez, mais Dieu m'a donné suffisamment ce qu'il faut pour que je puisse vivre. Donc pour moi, l'argent, c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, dans la société africaine, l'argent a déterminé les paliers d'importance des hommes sur la terre. Aujourd'hui, c'est quand tu as l'argent, tu es considéré. Quand tu as l'argent, tu as de la valeur. C'est pourquoi, dans tous les services aujourd'hui, les gens montrent des idées particulières pour engranger beaucoup d'argent, pour être craint, pour être fort, pour être triomphateur, pour être seigneurial. Voilà. Et quand ils ont ça, et qu'est-ce que ça donne après? Rien du tout. Ils ont ça pour dominer le monde. Moi, je dis aujourd'hui que celui qui aura créé le courant, celui qui aura créé la télévision est encore plus important que celui qui a une masse d'argent sur la tête. Ceux qui, depuis longtemps, ont créé la radio, la télévision, le téléphone, vivent aujourd'hui à travers leur découverte par rapport à celui qui a été riche
il est mort il y a 50 ans, il y a 30 ans, on l'a oublié complètement. Donc la meilleure richesse aujourd'hui pour moi, ce n'est pas l'argent, c'est la pensée, c'est des idées. C'est que tu peux donner, tu peux mettre à la disposition de l'humanité et qui sert l'humanité à vivre, qui permet l'humanité à se développer. Voilà. Donc c'est pourquoi moi, quand je passe, je pense. Quand je passe, je rêve. Quand je passe, je me dis qu'est-ce qui n'a pas encore existé que la Côte d'Ivoire peut produire, que l'Afrique peut produire. Et que la jeunesse aujourd'hui, j'ai connu un maître, c'est mon président du conseil départemental, à l'époque, Yaoui Goré. Quand je vais avec lui et qu'il m'appelle, il me dit, bon, demain soir, on a un rendez-vous. Il faut me dire ce qui n'a pas encore été trouvé, ce qui n'existe pas encore. Demain soir, tu me dis ça. Il dit, exister comment? Aucune invention n'existe à cet effet. Qu'est-ce que c'est? Et puis je suis là, je pense. Un jour, je suis arrivé à lui dire, c'était il y a longtemps de cela, il a dit, et si on téléphonait à quelqu'un qu'on voyait la personne? Il me dit, oh, ça existe déjà. Qu'aujourd'hui, ça va venir, ça existe. Que lui, il était en Europe, il voyait ça, ça existe. Va réfléchir encore. Oh, ça va. Il faut que vous arriviez à réfléchir, Dieu va vous donner cette réflexion. En matière de littérature, quand je parcours les livres, qu'est-ce que les écrivains n'abordent pas trop dans leurs livres? Il faut que je crée ça. Il faut que je donne un palliatif en mots, un palliatif sématique qui peut nourrir quelqu'un, nourrir l'esprit de quelqu'un pour se sauver. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, voilà pour moi les grandes richesses. L'argent, oui, parce que tu peux avoir accès à tout, parce que tu peux dominer tout le monde. Mais très souvent, c'est par quel moyen tu as pu avoir cet argent. C'est pourquoi je vous parlais de karma. Et je disais à quelqu'un que la meilleure école pour ceux qui veulent enseigner la droiture, la meilleure école, c'est l'exemplarité venant de ces personnes-là. Il faut que vous soyez un homme exemplaire. À votre niveau, au niveau de votre famille, au niveau de votre village, au niveau de votre tribu. Si cette exemplarité est répétée et comprise et produite par ton entourage, tu vas conquérir encore des âmes en peine. Donc c'est pourquoi je disais que le chemin pour l'Afrique sera encore un chemin long. Hier, je disais aux jeunes qui me posaient des questions, il a dit, est-ce que les Blancs nous ont dit d'être sales? On dit non. Il dit, mais quand vous sortez, vous allez trouver de la saleté devant notre maison. Vous allez trouver de la poubelle. Est-ce que les Blancs nous ont dit de faire ça? On dit non. Il dit, mais pourquoi nous sommes sales? C'est nous-mêmes. Donc, si pour atteindre la souveraineté, il faut au moins respecter la salubrité, la propreté. On est incapable d'être propre nous-mêmes. Et on veut être souverain. Même quand l'Afrique est souillée, on fait appel à l'Occident pour venir nous débarrasser de nos ordures. Nous vivons dans les immondices. Qui ne peut le moins, ne peut le plus. Si encore nous sommes incapables de nous organiser, d'être propres nous-mêmes, et de pouvoir réaliser les petites choses, si nous ne pouvons pas le faire, la voie de la souveraineté est une voie lointaine. Si entre nous-mêmes, nous sommes corrompus, et que nous ne pouvons pas payer les gens à leur juste valeur, et que nous bloquons de l'argent, ce ne sont pas les Blancs qui nous ont imposé cela. C'est notre paresse, c'est notre mauvaise foi. C'est ça qui a fait que nous ne pouvons pas avancer. Donc aujourd'hui, ce que l'Afrique peut faire, c'est d'abord enseigner. Et puis j'ai dit quoi? Quand on prend des écoles pilotes et qu'on enseigne, c'est pour que plus tard, que cela soit éparpillé à travers le monde. On prend par exemple un lycée scientifique, un lycée pilote à Yamoussoukro. Mais 30 ans, 40 ans après, qu'est-ce qu'on a pu obtenir de ces lycées pour que toute la Côte d'Ivoire soit ainsi? Donc il faut de l'exemplarité. Si un pouvoir en place est exemplaire en matière de gestion, vous allez voir que tous ceux qui suivent là seront exemplaires.
Donc notre développement dépend de notre esprit, dépend de nous-mêmes. Mais cela demande beaucoup d'efforts. Cela demande beaucoup d'efforts. J'ai dit ça, beaucoup d'efforts. Sinon, l'homme est né vicieux. Hein. À le monde, tu es né vicieux, même les blancs même. C'est parce que l'homme est né vicieux qu'ils ont mis des lois très dures pour corriger l'homme. Quand vous arrivez en France, quand vous voyez les caméras partout pour surveiller la société, c'est parce que l'homme est né vicieux. Si tout le tout était bien, on n'allait pas même créer la gendarmerie, on n'a pas créé la police, tout. On est né vicieux. C'est pourquoi il faut lutter pour être moins vicieux. Et or, l'homme noir lutte toujours pour progresser dans le vice. Et je me suis dit, souvent, à une conférence, je disais, est-ce que la noirceur de notre peau n'est pas la cause de notre noirisme? Le noirisme étant la négation de l'homme noir. Et le fait d'être noir, est-ce que c'est pas comme ça? Pourquoi quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas en Guinée, tu vas au Mali, tu vas dans les autres pays, pourquoi la même attitude est répétée à travers toute l'Afrique? Pourquoi on est comme ça? Du mépris entre nous. Pourquoi quand quelqu'un émerge, chez les Blancs par exemple, quand quelqu'un émerge, on copie l'exemple. Mais chez nous, quand tu émerges, on tue l'exemple. Pour que le nivellement soit un nivellement souterrain, au lieu que ce soit un nivellement aérien. Voilà les grandes différences entre les sociétés. Les Blancs adorent celui qui fait bien. L'Africain critique celui qui fait bien. On cherche toujours une faille. Or, la perfection n'existe pas. S'il a la moyenne de la perfection, mais il faut le copier. J'ai pris l'exemple, par exemple, sur Didier Drogba. Quand Didier Drogba était grand joueur, les Blancs l'adoraient. Parce qu'on l'a mis pour marquer but. Mais quand il arrive en Côte d'Ivoire, on dit c'est pas dribblé. On dit Drogba ne dribble pas. Il ne dribble pas plus que l'autre. Donc, on cherche la négation en lui. On ne cherche pas ce qui est bien en lui pour copier. Donc l'homme noir est à la recherche de la négation et l'homme blanc est à la recherche de la perfection chez l'homme. Voilà la grande différence. Le jour où nous allons dire oui, ce que Mathurin fait est bien. Quand ils vont dire oh, mais il a fait telle chose qui n'était pas bien. Donc c'est ça qui tue l'Afrique. C'est ça qui tue l'homme noir. On ne copie jamais le bon côté. On cherche tout. On dit celui-là est beau. Quand on dit quelqu'un est beau là, vous pensez qu'il n'y a pas d'injure sur lui? Si, il y en a. Quand on dit il est beau là, c'est l'ensemble. On dit, oh, vous dites qu'il est beau, mais il est oreillard. Vous dites qu'il est beau, mais tant. Oui, mais il est beau. Bon, là aussi, c'est un autre exemple parce que c'est Dieu qui donne la beauté. Mais quand on dit quelqu'un est fort, on dit, ouais, il a dit l'œil à la place de là. Voilà, j'ai revenu même sur cette histoire-là, histoire de langue. J'ai vu des gens qui se moquaient de quelqu'un, des gens pour dire oh, il ne sait pas bien parler le français. Je tiens à dire aux gens que le français, parler bien le français, n'est pas l'unité de mesure de l'intelligence de l'homme noir. Parce que une des choses que nous considérons trop en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, quand vous voyez un professeur d'université et qu'il parle en français, le français devant tout le monde, commence à applaudir. On dit là, il est fort, il est intelligent. Mais savoir bien parler le français ne doit pas être l'unité de mesure de l'intelligence de l'homme noir. Parce que vous pouvez comprendre le bambara, traiter bien les mathématiques et être un homme intelligent. Le français, c'est une langue. Pourquoi quand nous parlons mal nos propres langues, on nous applaudit au village? Cela ne fait pas dire que tu ne vaux rien. Mais pourquoi quand c'est le français, c'est là on dit que tu ne vaux rien. Et on est complexé. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas s'exprimer devant tout le monde. Parce qu'on va dire qu'il a mal parlé le français. Bon, je voudrais dire vraiment d'être décomplexé à ce niveau. On est dans la récupération de nos valeurs culturelles. Parce que si tu n'as pas une assise culturelle, de ton terroir, tu ne peux être relancé. Tu ne peux pas réussir en tout. Donc il faut que nous soyons dans ce domaine-là. Ça, je voudrais... On peut tirer la conclusion maintenant. Bon, une dernière question. Avant dernière question. Rapidement, déjà,
Denis Wick disait, il nous faut avoir un rêve si nous voulons qu'un rêve se réalise. Et votre ouvrage, Ma part de rêve. Est-ce que vous pouvez faire juste un petit résumé pour ça? Oui, Ma part de rêve, c'est ça, l'invitation à la jeunesse. Là-dedans, il est question de la vie d'une jeune fille à papa, qui pensait que comme son père est bien placé, c'était pour elle une possibilité d'avoir une place au soleil. Et le père rigoureux a refusé de l'aider. Donc la jeune fille quitte la maison, va en aventure. Elle va, comme le hasard n'existait pas, selon moi, et qu'elle est tombée sur une famille. Et dans cette famille, là-bas, c'est le courage, le travail, la persévérance. C'est ce que j'ai mis dans le livre. Donc dans cette famille-là, chaque matin, les enfants se levaient, luttaient. Quand c'est le dimanche, le samedi, les enfants partaient travailler, soit tresser au marché, faire des petits travaux pour avoir de l'argent. Or, ce n'est pas son cas ici. Le père n'a jamais aidé son enfant, c'est l'enfant lui-même qui se bat pour avoir ce qu'il veut avoir. Et donc, elle est là, elle trouvait deux mondes différents. Son monde à elle et le monde où elle a été reçue. Elle a demandé à la jeune fille qui est à la maison, mais comment vous vivez? Je vois tout le monde se battre. Il dit oui, nous ici on nous a appris à travailler. Et que c'est le travail qui nous détermine. C'est pourquoi les dimanches, je vais travailler. C'est pourquoi quand j'ai des heures libres, je vais aider ma mère. Parce qu'on ne peut être le reflet de ce qu'on a appris. Voilà. Alors, elle est revenue à la maison pour demander pardon à son père. Qu'elle s'est mal comportée en demandant de l'aide. L'aide, c'est là que j'ai commencé. L'aide est une injure portée à la sincérité, à l'intelligence et au génie de l'homme. Donc, elle, là-bas, elle a trouvé quelque chose à faire. Le plus inimaginable au monde. Balayer la République. Quand elle a dit à son père et à sa mère qu'elle s'en va, elle va quitter la maison pour balayer la République. Mais c'est une illusion. Comment l'enfant peut dire je vais balayer toute la Côte d'Ivoire? Tu vas commencer où et tu vas terminer où? Et derrière toi, qu'est-ce qui va se passer? C'était son rêve. Son rêve, bon, elle a commencé. C'est pourquoi je vais enseigner petit à petit. Petit à petit. On va. Elle vient dans le quartier, elle dit bon, moi, elle voit les familles, les concessions. Moi, je vais ramasser les ordures que vous jetez là. Et chaque fois, elle balaie. Elle balaie. Comme le quartier est propre, on lui donnait chaque fois un peu d'argent. Un peu d'argent. Et elle achetait les choses pour faire plus. Pour une chose, un tricycle. Pour ramasser, puisqu'elle a eu beaucoup d'argent. Elle a commencé à prendre, au lieu des familles, elle a commencé à conquérir un quartier entier. Et il y a des gens qui sont tombés amoureux de son travail. Et donc, elle a commencé à les employer. Et petit à petit, c'est devenu une société implantée à travers tout le pays. Voilà comment l'idée au départ, je vais balayer toute la République, qui était une idée du phoque, bizarre, est devenue une réalité. Donc, elle a donné son rêve, ma part des rêves, l'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai pensé. C'était l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pensé à mon maître, quelle idée qui est une idée inimaginable. C'est ça. Et puis au bout de laquelle tu vas réussir. Donc je vais balayer la République. Il y a un professeur qui me disait au salon du livre, quand j'ai commencé et que j'ai dit que l'enfant dit va balayer la République, ça m'a déçu, j'ai fermé. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu as continué? Il dit non. Il dit, ouais, tu n'as pas. Et quand j'ai expliqué ça, il dit, il faut donner l'effort à tes enfants. Il faut leur permettre de réfléchir. À la fin du livre, tu dis, à quoi tu as réfléchi la nuit, que tu vas réaliser. Quels sont tes rêves fous? C'est ça qu'on appelle les rêves fous. Voilà, c'est ça ma part des rêves. Donc la jeunesse doit trouver sa part des rêves. À quoi tu as rêvé la nuit? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est ta part des rêves, toi, dans ta vie? Voilà.
C'était ça. Et donc, vous qui nous suivez, quelle est votre part Des rêves. Voilà. Alors, l'ouvrage est disponible, je crois, dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, voilà, ouais. vous pouvez vous en procurer. C'est étudié même au lycée, Ok. en classe de quatrième. C'est une pièce de théâtre. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, n'hésitez pas à prendre l'ouvrage et à vous poser la question, quelle est votre part du rêve? Quelle est notre part du rêve? Et chaque matin, quand on doit se réveiller, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, qu'est-ce qui n'existe pas, que nous pouvons mettre en place pour faire évoluer notre société. Ouais. C'était vraiment... Et puis, ce que je voulais ajouter, il y a deux vies. D'accord. La vie intellectuelle et puis la vie spirituelle. Je dis chaque fois aux jeunes intellectuels de chez moi qu'à la vie intellectuelle, vous devez ajouter une vie spirituelle. Par exemple, il y a 9 choses que j'ai pu établir, je ne peux pas peut-être tout citer. Il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a le don de soi, il y a la persévérance. Aujourd'hui, tu sors un matin, un lundi, tu dis, cette semaine, c'est la semaine de la bienveillance. Et puis, puisque l'autre esprit imbibé de ce que vous lui imprimez c'est conforme, donc vous venez au secours de tout le monde, même dans la semaine de la bienveillance. Il y a des semaines de foi, il y a des semaines de pensée positive. Et puis, lorsque votre vie est réglée de cette façon, vous allez de l'avant. Aujourd'hui, je suis dans le mois de la pensée positive. Tout ce qui m'arrive comme négatif est un tremplin du laurier. Je ne vais reculer devant rien. C'est pourquoi toute vie doit être d'abord basée sur ces deux choses-là. La vie intellectuelle, mais la vie spirituelle. Lorsque vous n'avez aucune dose de spiritualité dans votre vie, vous vivez de façon évasive. Vous n'avez pas d'objectif. Intellectuellement, vous allez agir comme un intellectuel, mais vous ne pensez pas à l'homme, à l'humanité et à l'humanisme. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. C'est vraiment fort. Et donc, avoir deux vies, une vie intellectuelle, une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Une vie spirituelle, c'est pas tout le temps d'aller s'asseoir au fond de la mosquée, d'aller s'asseoir au fond de l'église. Il y en a qui peuvent être à l'église sans être dotés des principes de la spiritualité. Or, Dieu nous a donné déjà cet esprit à être forts nous-mêmes. Certes, il y a des gens devant nous qui peuvent nous parler de ça. Mais lorsque vous-même vous lisez, et puis vous dites, aujourd'hui, c'est la semaine de la foi, de croire en tout. C'est la semaine du pardon. C'est la semaine de la bienséance. C'est la semaine de la guérison. C'est la semaine d'aide. Aujourd'hui, c'est la semaine de la conquête des valeurs spirituelles. Vous êtes là, moi je travaille sur ça à tout moment. Et quand c'est comme ça, vous avez un chemin. Vous ne vous perdez pas. Sinon, quand vous sortez et que vous n'avez pas de chemin, vous allez répondre à tout. Et vous allez vous perdre. À des moments donnés, j'ai choisi un itinéraire littéraire, un itinéraire spirituel et un itinéraire intellectuel. Très souvent, quand je vais soit à l'université, ou ici, ou là, parce que je suis beaucoup fréquent maintenant à l'université, je vais souvent apprendre des choses, mais je vais aussi souvent par sollicitation pour répondre, pour échanger avec des gens. Voilà. Je trouve de la plénitude en un homme lorsque je trouve en lui la conjugaison des deux valeurs, la valeur intellectuelle et puis la valeur spirituelle. C'est comme ça moi je vis. C'est comme ça moi j'apprécie. Donc, avoir deux vies, la vie intellectuelle et la vie spirituelle. Ouais. Et donc là nous sommes au terme de notre échange, au terme de cette émission intitulée Boussole de la jeunesse ivoirienne. Monsieur Mathurin, votre mot de fin? Oh, j'ai été tout heureux de votre visite. J'ai eu l'impression que nous avons eu la même pensée parce que
à tout moment, je m'adresse à la jeunesse. Peut-être que c'est compte tenu du fait que je fais plusieurs conférences, parce que c'est pas moins de 15 à 20 conférences par an dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Et j'essaie chaque fois de parler à la jeunesse. Le respect des aînés, le respect des institutions, le respect des valeurs. Je me dis, demain, nous allons atteindre la souveraineté, mais tout dépendra de nous, de l'effort que nous allons fournir aujourd'hui, de la force que nous allons mettre dans le travail. Et que tout le monde est candidat à la réussite. Il n'y a pas quelqu'un qui est né pour échouer. Voilà. L'échec vient de la paresse. Donc, je demande à la jeunesse d'être une jeunesse décomplexée, une jeunesse, j'allais dire, laborieuse, une jeunesse qui pense au devenir de notre pays dans le respect, et tout va marcher. Je voulais vous dire merci pour cette initiative, parce que vous-même, vous êtes jeune, et déjà, si vous pensez de cette façon, je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie pour remporter des lauriers. Alors merci à tous de nous avoir suivis. C'était une émission emplie d'érudition et M. Mathurin Olivieri nous a tellement donné assez d'informations, assez de connaissances que je pense que actuellement, avec tout ce que vous avez noté, c'est vraiment quelque chose qui va naturellement vous aider à pouvoir non seulement planifier votre vie et aussi réussir certains aspects de votre vie. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Ce fut vraiment un moment de plaisir et de partage. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission préférée intitulée Boussole de la jeunesse ivoirienne. Merci.